Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Oui, alors effectivement, un territoire, comme a pu le présenter, souvent connu pour son complexe industriel, portuaire, et globalement un territoire qui a toujours cultivé l'innovation et le paradoxe. Alors, si Guillaume peut passer la slide, parce que j'ai pas la main sur la slide, la suivante, voilà. Merci. Donc, un territoire, oui, effectivement, qui cultive ce paradoxe, et c'est pas depuis hier, hein, parce que quand on voit depuis 74, on va dire le premier schéma directeur, qui a permis de créer un ensemble de paysages et de milieux naturels, qui sont aujourd'hui qualifiés de milieux naturels. C'est très lié en fait à l'installation de la zone portuaire, et la création de la communauté est d'ailleurs très liée à cette arrivée après-guerre, dans les années 50-60, de cette zone portuaire, parce que les élus de l'époque se sont dit il va se passer quelque chose sur le territoire, on ne sait pas trop quoi, on aura sûrement un afflux de public, mais il faut qu'on s'organise. Voilà, c'était les discussions de cette époque. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que dès la création de la communauté, il y a eu cette volonté de créer un service d'aménageurs qu'on a appelé à l'époque cadre de vie. Donc on est, faut remettre toujours le discours dans les années 70, d'autant plus intéressant que dans les communautés urbaines, la compétence espace vert, espace naturel n'est pas une compétence obligatoire. Donc ça a été vraiment une volonté forte des élus de l'époque de créer ce service. Alors une prise de conscience déjà à l'époque que le paysage serait bouleversé, hein, parce que la zone portuaire il faut se le dire, a détruit quand même plus de 1000 hectares d'espace naturel. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait du mal à le faire en bord de mer. Mais très vite, on a su préserver la fameuse dune de Zuidcote que Guillaume parlait à l'instant. En fait, tous les massifs dunaires de l'est de Dunkerque, dans les documents d'urbanisme et notamment dans le premier schéma directeur, ont été préservés de toute urbanisation, de toute activité. Voilà. Donc ça, c'était important de le dire. Et pour compléter ce réseau d'espaces naturels qui représente quand même à peu près plus de 1000 hectares, de façon volontariste, et sur la carte on voit avec les couleurs rouges et bleues, ce sont des espaces que le territoire a créés. Voilà. On a aménagé plus de 1000 hectares d'espaces, de grands espaces de nature, qu'on appelle sous ce vocable-là, et avec notamment une volonté de créer un poumon vert à l'est de Dunkerque qui relie la Flandre intérieure sur le littoral, et par un ensemble d'espaces qui représentent deux gros espaces, un espace boisé de plus de 400 hectares qui s'appelle le Bois des Forts, et une ancienne sablière qu'on a transformée en base de loisirs, plus de 150 hectares. Voilà. Donc, cette volonté a été forte de créer ces espaces, et cette période a duré à peu près une vingtaine d'années, où on a été surtout des aménageurs. On a planté le décor, comme on le dit souvent, qui a permis notamment au CPIE de trouver des lieux de pédagogie. Hein. Ça aussi, c'est intéressant parce que tous ces espaces sont ouverts au public. Et il faut savoir que les générations post-2000, pour eux, par exemple, le Bois des Forts, c'est un espace naturel parce qu'ils l'ont toujours connu. Et donc ça aussi, c'est intéressant de ne pas perdre la mémoire, et on échange souvent sur des thématiques d'animation, d'expliquer que l'homme a su façonner un paysage. Voilà. Donc essentiellement pendant une bonne dizaine d'années des aménageurs, et j'ai envie de dire c'est des transitions qui se font naturellement, il n'y a pas de coupure. Il y a eu ce service, cette direction qui était surtout un aménageur et qui s'est pris comme compétence de devenir gestionnaire de ces espaces. Voilà, parce que avec le temps, on a vu que ces espaces commençaient à s'enrichir en termes de biodiversité. Et voilà, donc on a développé des plans de gestion, des objectifs de gestion, ce qui nous a permis aujourd'hui de créer notre fameuse strate verte et bleue du territoire. Voilà. Donc c'est tout un ensemble d'espaces comme ça qui représente à peu près 2000 hectares sur le territoire. Et puis, les années 2010 sont arrivées. 2010, c'était l'année européenne de la biodiversité.
Et je pense qu'il fallait à ce moment-là, on sentait que les milieux se développaient, on sentait qu'il y avait une diversité. Et là, on s'est entouré d'un groupe d'experts en termes de biodiversité, qui sont le Conservatoire botanique, par exemple, de Bailleul, le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Hein. En fait, bref, des experts reconnus par les services de l'État. Et avec eux, on s'est dit, c'est quoi les enjeux de notre territoire en termes de biodiversité. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à améliorer la connaissance floristique et faunistique de notre territoire. Et quand je parle de territoire, ce n'est pas uniquement dans les espaces naturels, c'est vraiment le périmètre du territoire. Ça veut dire que avec ces experts de biodiversité, et d'ailleurs les conventions continuent de nos jours, où on continue à améliorer la connaissance. Et avec le CPIE, d'ailleurs, on anime les prémices d'un observatoire, j'ai envie de dire. Et là, je bascule parce que l'heure tourne et les 5 minutes, c'est très rapide. Je dirais qu'il y a eu cette création de ce bureau local de biodiversité qui est une continuité parce qu'aujourd'hui, on est dans l'anticipation et le territoire continue de s'équiper, de s'aménager. Et on a quand même pas mal de projets qui demandent un accompagnement sur le volet études d'impact, études d'incidence, dérogation d'espèces protégées et ainsi de suite. Voilà. Donc ce bureau d'études a été créé en septembre 2022, donc c'est très récent. Et son objectif, c'est vraiment d'accompagner l'aménagement du territoire sans négliger nos potentiels écologiques et notamment éviter de banaliser notre paysage. Voilà. En gros. Alors, des exemples très concrets d'activités de ce bureau, là, effectivement, on est en train de réfléchir à l'évolution de ce groupe d'experts qui va nous accompagner notamment sur tout le volet mesures de compensation. Voilà. Aujourd'hui, ce groupe d'experts va nous accompagner, notamment, nous sommes en train de définir des sites potentiels de compensation sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on anticipe, on essaie c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on va définir des secteurs où on sera amené à faire de la compensation. Et en amont de ces zones de compensation, on travaillera avec le groupe d'experts pour évaluer déjà le premier niveau de connaissance. Voilà. Au même titre qu'on va le faire sur les OAP, les secteurs d'aménagement du territoire. Pareil, pour connaître les impacts éventuels sur la biodiversité. Voilà, donc l'idée c'est ça, et ça nous permet aussi d'acculturer tout le temps, à la fois j'ai envie de dire l'habitant, mais pas que, il y a aussi nos élus. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette volonté de poursuivre cet observatoire qui va se traduire pour alimenter par cet observatoire par un objectif qu'on se fixe sur ce mandat-ci et le mandat suivant, de terminer les atlas de biodiversité des communes. Voilà. On a à peu près 5 ou 6 sur le territoire, on est 18 communes, on a un objectif d'accompagner les communes avec le CPIE pour finaliser ces atlas. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un nouveau service, j'ai anticipé sur des outils et d'aide à la décision. C'est tout simplement accompagner, par exemple, nos collègues qui sont amenés à réviser les documents d'urbanisme, de travailler avec eux à leur côté pour leur donner la connaissance sur certains secteurs qu'on aurait imaginé d'aménager, de dire oui, effectivement, mais voilà la valeur de ce secteur, ce qui permettra de faire des choix entre des secteurs à aménager et d'autres à préserver. Et puis, comme je l'ai dit, accompagner les porteurs de projets sur la séquence éviter, réduire, compenser. L'idée, c'est vraiment de continuer d'être dans l'innovation, d'anticiper, d'être en phase avec les problématiques qu'un territoire comme le nôtre peut être soumis. Voilà. Et puis un exemple très concret. On voulait terminer par un exemple très concret d'un aménagement
dans le cadre d'une compétence que la communauté, c'est la GEMAPI, gestion des risques et prévention d'inondation. Et pour des raisons, je dirais, de protection du polder, hein, parce que le polder est juste derrière la ville de Dunkerque, enfin tout le cordon dunaire. Et, nous avons été amenés à remettre du sable réensevelé à une partie de la plage de Malo pour préserver des digues. Et sur ces espaces créés par l'homme, on a vu arriver le grand gravelot, un oiseau emblématique de notre territoire. Et avec nos collègues en charge de s'occuper de ces problématiques GEMAPI, on les accompagne pour préserver à la fois ces espaces de gravelot. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres de l'application du BLB. Et sur cette opération spécifique, le CPIE est un acteur important pour nous parce qu'il assure, notamment dans certaines périodes de l'année, au moment de la reproduction, des permanences sur site pour expliquer au grand public les jours d'affluence qu'il y a des secteurs où on évite d'y pénétrer pour que le gravelot puisse faire sa reproduction. Du coup, ça permet de sensibiliser tout un public sur la biodiversité du coin de la rue, comme je dis souvent. On a souvent des discours sur une biodiversité en disant mais ça ne me concerne pas, c'est ailleurs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser le public sur les espèces dont le territoire a une certaine responsabilité, le gravelot et d'autres espèces. Voilà. Donc on est vraiment sur une pédagogie liée à une activité de préservation, de gestionnaire. Et je pense que c'est aussi un autre volet que les CPIE doivent développer, c'est le conseil, l'accompagnement et la pédagogie envers des collectivités qui n'ont pas forcément ces compétences. Voilà.